Bonjour, je vous dis juste un petit mot sur les Hub conférences en introduction. Merci à nos intervenants d'être ici et merci à vous tous pour cette nouvelle Hub conférence. Les Hub conférences, c'est quasiment toutes les semaines. Pas forcément à la Gaieté Lyrique, mais de plus en plus souvent, et c'est un plaisir, et on remercie évidemment les équipes de la Gaieté. Les Hub conférences, l'idée c'est de décloisonner, ce qui est sans doute d'ailleurs une bonne façon de faire naître aussi les idées, puisque c'est le sujet qui va nous animer ce soir, de pouvoir chaque semaine parler d'un sujet de société, d'une problématique sociale, d'une problématique économique, et de faire venir des personnes, des visiteurs, des spectateurs, des intervenants de tout secteur pour pouvoir construire ensemble des réponses à ces différentes problématiques. Les Hub conférences ont réuni, et les événements Hub en général ont réuni 12 000 personnes l'année dernière. Donc ce qui est plutôt, ce qui montre qu'il y a un vrai intérêt pour ces sujets, et pour 66 événements. Donc en 2014. Sans les partenaires stratégiques des Hub conférences, ces événements n'existeraient pas. Accenture, Danone Communities, la mairie de Paris, le Crédit Coopératif. Et puis des partenaires médias également, que sont Libé, l'Express, Radio Classique et Up le Mag, qui est aussi édité par le groupe SOS, qui organise aussi les Hub conférences. Les Hub conférences sont proposées donc par le groupe SOS. Un petit mot sur cet acteur qui aujourd'hui représente environ 12 000 salariés, 350 établissements qui partout en France et maintenant de plus en plus à l'international essayent de porter l'innovation sociale, de montrer qu'on peut répondre à des enjeux de société dans le domaine de la santé, de l'accompagnement du grand âge, des solidarités, de l'emploi, par exemple, de l'éducation aussi beaucoup, avec un modèle un peu différent que celui qu'on connaît aujourd'hui majoritairement, qui est celui du capitalisme pur et dur, puisque le groupe SOS défend le modèle de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait sans actionnaire, sans dividende, et en ayant justement une logique d'efficacité, mais auprès des publics qu'on accompagne chaque jour. Et ça nous paraît forcément logique du coup de participer au débat public via des événements comme celui de ce soir par exemple. Les Hub conférences, c'est tout un écosystème aujourd'hui. Les Hub cafés qui sont un format plus informel, souvent au Café Monde des Médias, Place de la République, qui est géré également par le groupe SOS. Et c'est aussi un réseau social qui se veut aussi un réseau des acteurs du changement, où on peut, avant l'événement comme ce soir, voir qui s'est inscrit, et commencer la discussion, commencer l'échange, prendre rendez-vous sur place et puis continuer à communiquer après. Donc je sais qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui sont déjà membres de ce réseau social. Pour les autres, vous êtes les bienvenus. Et puis Hub Campus va bientôt s'internationaliser, donc on pourra échanger entre acteurs du changement partout dans le monde. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Oui, c'est bon, d'accord. On est ravis que vous soyez là. Et puis c'est vrai que l'objectif de ces événements, c'est quand même de contribuer à l'émergence d'idées. Donc le sujet de ce soir nous tient particulièrement à cœur, puisqu'on va creuser ces mécanismes complexe ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on espère tous que vous sortirez de cette Hub conférence justement avec plein d'idées. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Alors, complexe ou pas, on va essayer de les rendre faciles à comprendre avec Étienne Klein ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je suis Alexis Botaya, le rédacteur en chef du web magazine Soun Soun Soun. On est ensemble pour un peu plus d'une heure autour de Étienne Klein. Merci d'être avec nous ce soir, Étienne. On va parler effectivement de créativité et de naissance des idées. Alors pourquoi parler de créativité, d'innovation, de naissance des idées, surtout en ce moment les choses sont assez évidentes. Je crois que l'innovation n'a jamais été autant sur toutes les lèvres. Le gouvernement en parle tout le temps, les pouvoirs publics cherchent sans arrêt à essayer de relancer une machine économique un peu enrayée. Les entreprises se posent la question pour des questions de compétitivité. Et à l'échelle individuelle, tout le monde se demande un peu comment se réinventer dans cette société qu'on sent un peu bloquée. Donc l'innovation, la quête des idées est vraiment au cœur. Et nous, on le voit à Soun Soun Soun, on est d'ailleurs un incubateur de la Gaieté Lyrique, on est entouré de start-up.
Et là, la bonne idée est vraiment le truc que cherchent toutes les startups. Donc, on va parler de cette importance de la créativité et de la naissance des idées. Alors, comment naissent les idées ? Est-ce que c'est une muse qui vous souffle quelque chose ? Est-ce que c'est le travail qui vous permet de faire naître une belle idée ? Est-ce que c'est un hasard heureux ? On va revenir un peu sous toutes ces questions-là avec Étienne Klein. En gros, la question de ce soir, ça va être savoir s'il existe une méthodologie pour être créatif et pour avoir l'idée du siècle. On y reviendra certainement à l'issue de la conférence. Alors, les choses vont se diviser en deux parties ce soir. D'abord, on va avoir une première partie d'échange avec vous, Étienne. Et une seconde où vous aurez la parole pour poser vos questions directement. Alors je vous signale au passage qu'il y a un hashtag qui a été créé pour la conférence qui est UPConf, donc UPCONF. Vous pouvez poser vos questions directement avec ce hashtag sur Twitter, elles me seront transmises et on les posera à Étienne. Alors Étienne, merci encore d'être avec nous ce soir. Vous êtes physicien, vous avez enseigné la physique quantique, vous êtes l'une des figures majeures de la science contemporaine, vous avez participé aux plus grands projets scientifiques, notamment le collisionnaire de particules européen. On reviendra tout à l'heure sur les bosons de Higgs. Je vous demanderai de nous expliquer un petit peu ce que c'est et ce qui est né dans les travaux de ce colliseur. Alors je vous donnerai que 3 minutes pour présenter les bosons. Vous dirigez le laboratoire des recherches sur les sciences de la matière au CEA. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui se pose la question de savoir si les avancées scientifiques sont intéressantes pour la société. Et vous êtes membre de l'Académie de technologie. Mais ce soir, vous êtes là aussi en tant qu'épistémologue de la physique contemporaine. Vous nous raconterez un petit peu en quoi cela consiste. Et en tant qu'auteur. Alors vous êtes l'auteur de ce petit livre, D'où viennent les idées scientifiques, dans lequel vous analysez la place de l'imaginaire dans l'innovation et dans le processus de conception des idées. Alors j'aimerais vous poser une première question pour commencer cette conférence, ou une première conférence pour commencer cette question. Pourquoi vous intéressez à la naissance des idées ? Bon, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation qui m'honore et qui m'angoisse, parce que la question qui est posée sous-entend que j'ai des idées. Or, j'ai pas beaucoup d'idées. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai pu en avoir une, ça a été une très forte émotion. Donc, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai simplement fait un petit travail, justement, sur la façon dont sont nées les idées très particulières des physiciens de la physique quantique des années 20. Parce que la physique quantique, vous le savez tous, je pense, c'est une physique pas du tout intuitive. On ne peut pas lire les lois quantiques en regardant le monde autour de nous. Elles se déduisent pas de l'observation, ni même directement des expériences. Il faut une espèce d'émancipation par rapport au monde empirique pour concevoir les concepts de la physique quantique. Et j'ai jamais bien compris comment des jeunes gens, une quinzaine, pas plus, dans les années 20, je pense à Heisenberg, Paoli, Majorana, Dirac et quelques autres, ont pu avoir des idées aussi dingues en même temps pour résoudre les problèmes que posait la découverte de l'atome et de sa capacité à émettre de la lumière d'une certaine façon, ou bien absorber de la lumière d'une certaine façon, on ne comprenait pas. La physique classique était en échec complet, et en quelques années, ils ont trouvé la clé, à partir d'idées proprement révolutionnaires, en rupture avec les idées classiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée révolutionnaire, ça c'est pas très dur, mais qui marche. Voilà. Comment faire pour avoir une idée révolutionnaire qui correspond aux lois de la nature et non pas simplement au délire qu'on peut fabriquer chacun d'entre nous avec son cerveau. Oui, tout le monde peut avoir des idées. Avoir des idées dingues, c'est pas très dur, mais avoir des idées dingues qui soient bonnes, c'est presque impossible, c'est très rare. Et donc je me suis demandé, est-ce que ces gens avaient un logiciel commun, ou est-ce que ce sont des circonstances particulières, des philosophies de pensée différentes, et puis des aptitudes, disons, aux mathématiques qui étaient complémentaires, qui ont produit ce résultat. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Tout de suite, j'ai pas vu de point commun, c'est-à-dire il n'y a pas de méthodologie. D'accord, ok, la réponse est déjà avant la fin. Pas la peine, pouvez... sinon on appliquerait les méthodes, on aurait tous des idées. Le génie suffit même pas, il faut du génie, mais en même temps une crise. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Il faut une crise des idées pour que les nouvelles idées puissent prendre sens, prendre corps. Et en l'occurrence, il y avait une crise de la physique classique qui était certes validée pour comprendre le monde empirique dont on a l'habitude, la mécanique, l'optique, l'électromagnétisme, mais l'atome obéit à des lois qui ne sont pas classiques.
Et donc la crise, c'était la faillite des concepts familiers de la physique classique quand on les applique à l'infiniment petit. C'est les crises qui permettent d'avoir les idées? C'est quand on est dans une situation de contrainte qu'on est créatif? Moi, je pense que les idées naissent rarement par plaisir. Elles naissent par obligation. Et pour qu'il y ait obligation, il faut qu'il y ait sentiment de crise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le sentiment ou la sensation de la nécessité que des nouvelles idées sont nécessaires. Alors, si les nouvelles idées ne sont pas nécessaires et si tout va bien par ailleurs, elles relèvent de la distraction. c'est un peu la théorie de l'innovation. Regarde ce que vous nous dites, que dans la situation où on est obligé d'innover parce qu'on n'a plus rien, on doit bricoler avec les moyens du bord Alors pour trouver des justement, solutions. si je peux me permettre une petite parenthèse sur le mot innovation. Vous avez dit, très juste titre, que le gouvernement en parle, surtout le ministre de l'économie d'ailleurs, et de plus en plus le ministre de la recherche. On demande aux scientifiques non plus de faire des découvertes, mais d'innover, ce qui n'est pas le même métier. Et il y a un texte que je vais vous lire, 3 lignes. C'est un texte qui a été publié en 2010 par la Commission européenne qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation. C'est l'horizon H2020 qui remplace l'ambition précédente qui était le traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe l'union, je crois, de la connaissance. On est passé de la connaissance à l'innovation. C'est bizarre. Alors, je vous lis quelques lignes. La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui, chaque jour, se posent de manière plus aiguë. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé et du vieillissement de la population. Fin de citation. Et donc l'innovation est mise en avant. On ne parle plus de progrès. On parle d'innovation. Et ce texte-là est, d'un certain point de vue, un texte régressif. Alors je m'explique. S'il vous plaît. Le mot innovation, en latin innovatio, est apparu dans le vocabulaire de la théologie au XIIIe siècle. C'était un mot péjoratif, puisqu'on appelait innovatio un discours théologique qu'il fallait regarder comme le lait sur le feu, au motif qu'il pouvait devenir hérétique. Donc innovatio, ça veut dire qui peut devenir hérétique, donc à surveiller. Sens négatif. Et puis en fait, le premier qui a donné au mot innovation un sens mélioratif, c'est Francis Bacon, dans un livre de 1642, où il dit en fait le temps est corrupteur. Le temps qui passe nous éloigne de l'Éden, du paradis perdu, etc. Et plus il passe, plus ça se dégrade. Il est corrupteur. Et l'innovation, notamment technique, c'est ce que l'homme doit faire pour maintenir les choses en l'état. Et donc il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. C'est exactement ce qu'on a lu là. L'Europe doit innover si elle veut perdurer. Sinon, elle va être mangée. Et ça, c'est un discours qui est antithétique du discours des Lumières. Donc antithétique du discours du progrès, parce que l'idée du progrès, c'est que le temps est non pas corrupteur, mais constructeur. C'est grâce au temps qu'on va pouvoir faire, en travaillant, un futur qui est différent du présent et qui est meilleur, à condition de faire des sacrifices. Et donc l'idée de progrès, c'est une idée à la fois consolante, parce qu'on accepte les tourments du présent au motif que dans le futur, ça ira mieux, mais elle est également sacrificielle, puisque le progrès n'est pas automatique, il faut travailler, et donc sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. C'est ça, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier son présent, travailler, ne pas céder à la bohème, c'est travailler personnellement, se sacrifier au nom d'un futur collectif qui profitera à nos enfants. Et donc, le sens qu'on donne aujourd'hui à l'innovation est le contraire du sens qu'on donnait au progrès. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que comme le futur n'est plus configuré, comme on ne se représente plus le futur, on ne sait pas quel chemin on doit suivre pour l'atteindre, en supposant qu'il soit attractif, de sorte que l'innovation, c'est ce qu'il nous reste à faire pour empêcher que le monde se défasse, alors que l'idée de progrès, c'est comment construire un nouveau monde. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment innover. Là, aujourd'hui, tout le monde invoque l'innovation à tour de bras. On sait, dans les entreprises, on dit, les gars, si vous n'innovez pas, on va mourir.
J'ai des amis, collègues qui travaillent dans la téléphonie. Les types s'arrachent le cerveau, font l'iPhone 6, qui est un truc incroyable. Je ne sais pas combien il y a d'applications, on en utilise très peu. Donc c'est un instrument qui excède nos capacités d'usage. Et qui d'ailleurs provoque chez l'ingénieur qui le fait une sorte de honte prométhéenne. C'est-à-dire, ces objets sont plus forts que nous. Au point qu'ils nous servent de prothèse et quand on les perd, on a l'impression de perdre une grande partie de son identité parce qu'ils la prolongent d'une façon tellement efficace qu'ils sont plus nous que nous. Alors on pourrait se dire, mais finalement les gars, ils ont super innové et on pourrait se dire, on va se reposer. Parce que croire au progrès, c'est croire à l'idée qu'un jour on sera soulagé. Et donc on va faire en sorte que ces trucs-là soient distribués à la planète entière. Et pendant quelques temps, nous allons jouir de cet instrument qui excède nos capacités d'usage ordinaires. Eh ben non, on dit aux gars qui ont fait ça, les gars, si dans 6 mois il n'y a pas un nouveau truc, on coule. Et donc l'innovation, c'est plus ce qui donne à voir concrètement l'idée qu'on avance vers un futur attractif et désirable qu'on aurait configuré à l'avance. L'innovation, c'est la condition nécessaire pour survivre économiquement dans un monde compétitif. Donc l'innovation comme survie uniquement. Alors il y a une chose intéressante. Peut-être que je sois contre l'innovation, mais je suis contre l'abandon d'un projet collectif du futur. Toutes les entreprises ont des projets à long terme. Toutes les entreprises se projettent dans le futur. Enfin, je crois qu'il y en a en tout cas, qui réunissent des experts, qui font la prospective, qui essaient de sentir les grandes tendances et de se positionner par rapport à elles. Le problème, c'est que la société n'a pas de projet collectif. Alors, vous parlez d'imaginaire dans votre livre, ce qui m'a interpellé, parce que vous êtes quelqu'un de cartésien, de scientifique. C'est pas la même chose, cartésien. D'être rationnel, au moins rationnel. Descartes, il a diléré plein pot sur certains sujets. C'est pas le sujet de la conférence, je sens qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Mais vous parlez d'imaginaire. Est-ce que l'imaginaire peut être une solution pour donner une direction? Vous parlez notamment de l'imaginaire des scientifiques et de la place qu'il occupe dans la génération des idées. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental? Est-ce qu'on est en perte d'imaginaire? Bon, l'imaginaire, l'imagination, l'image, c'est des choses un peu différentes. Moi, je pense que dans la plupart des situations normées, où tout va bien, l'activité scientifique ne demande pas un imaginaire très fort. Au contraire, les choses marchent, on les applique, on est dans une forme d'utilisation optimale des compétences, et les compétences sont acquises, et pour les acquérir, il n'y a pas besoin d'avoir un imaginaire débordant. Il suffit d'avoir une forme de curiosité, d'aisance, qui fait qu'on devient compétent. Et quand il n'y a pas de crise, c'est seulement cette compétence qui est utile. Mais parfois, il faut des gens capables de sortir de ces sortes de ritournelles, finalement, qui se sont imposées à nous par leur efficacité, pour sortir du cercle quand il devient vicieux. Et donc, il faut prendre la tangente. Et pour prendre la tangente, il faut savoir voir au-delà des endroits où la lumière est présente. Il faut voir non pas l'invisible, mais ce que j'appelle moi l'invu, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être là, mais qu'on n'a pas vues. Et pour ça, l'imaginaire peut être un guide. Et donc je dirais, pour reprendre l'idée de raison que vous avez citée à propos de Descartes, que dans ces cas-là, on avance un peu comme un voilier, c'est-à-dire qu'il y a la dérive qui est la raison, qui empêche de partir n'importe où, qui maintient un cap, mais il y a la voile qui est poussée par le vent, et cette voile, c'est l'imaginaire, c'est ce qui capte une force motrice qui permet d'avancer quand la raison ne suffit plus. Elle ne suffit plus, et parfois même, il faut accepter de lui donner un autre visage que celui qu'elle a d'habitude. Un scientifique sans imaginaire, c'est juste un technicien? Non, moi j'ai connu des gens géniaux, au CERN par exemple, des gens qui ont une maîtrise absolument incroyable. Ils ont un imaginaire, mais ils ont plutôt une sorte de vision très précise de ce que disent les équations de la physique si elles pouvaient parler. Vous prenez les équations de la physique quantique, elles ne parlent pas, hein, mais c'est ça le problème, c'est qu'elles ne parlent pas. Les équations ne parlent pas. Bon. Et ce sont des gens qui sont capables d'imaginer
ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. C'est-à-dire parler. Si elle pouvait nous révéler ce qu'il y a dessous. Je prends un exemple simple. Prenez les équations de Newton avec le paramètre t, le temps. Facile. Bon, facile, tout le monde a vu ça à l'école. Et vous avez tous remarqué que le paramètre t, que vous mettez dans une équation de physique, ne dépend pas du temps. C'est quand même bizarre, parce que tout le langage commun, on a l'habitude de dire le temps c'est le changement, quand plus rien ne change, le temps s'arrête. Donc on confond le temps et le changement. Newton arrive, écrit le paramètre t qui représente le temps, et dit que ce paramètre ne dépend pas du temps, c'est-à-dire qu'il est la seule chose dans l'univers qui ne change pas. Donc le temps newtonien est un temps qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et donc il dit quelque chose, en tout cas ces équations disent cela, qui est en contradiction avec notre façon habituelle de penser le temps. Et en plus c'est un temps qui passe pas, puisque précisément il ne change pas sa façon d'être. Et comme il a pour fonction de renouveler l'instant présent, et que l'instant présent ne cesse pas d'être renouvelé, puisqu'il y a toujours un instant présent nouveau qui est là, ça veut dire que le temps qu'il renouvelle ne passe pas, puisque la réalité ne cesse pas de passer. Ça va, tout le monde suit. Bon. Donc Newton nous dit, le temps, c'est pas le changement, et en plus, il passe pas. Et donc, il dit le contraire de ce qu'on dit du temps. Donc, une équation peut avoir cette vertu de servir d'instrument critique qui nous oblige à réexaminer nos façons de parler. Cet imaginaire, est-ce que c'est avoir cet imaginaire et comprendre ce que disent peut-être les équations ou les entendre parler, c'est une façon d'être sensible au hasard. Vous parlez bien sûr du hasard. On a tendance à souvent évoquer la sérendipité ces dernières années. On a beaucoup utilisé ce mot en parlant de hasard heureux. Est-ce que être sensible ou avoir cet imaginaire, c'est être également sensible au hasard et saisir les choses quand elles se présentent? La sérendipité, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas en cherchant ce qu'on ne trouve pas. Donc ça a dû agir dans l'histoire des idées, sans doute. Pour l'innovation technologique notamment, ou sociétale, je pense que c'est très fécond. Par exemple, le Vélib. Le Vélib, c'est une innovation majeure, mais qui n'a nécessité aucune invention. Il n'y a pas eu d'invention, on n'a pas inventé le vélo, on n'a pas inventé les puces. Il y a simplement un type. On a inventé une façon de mettre ensemble le vélo, les transports en commun, une certaine idée du service public quand même, on partage. Et donc c'est une innovation majeure, sans invention, mais majeure quand même. Maintenant, il peut y avoir des cas où, en science, la sérendipité, je pense que ça fait bien longtemps qu'on ne l'utilise plus, parce que il faut un niveau de connaissance tellement important que, certes, on peut avoir des idées qui viennent par hasard, mais elles s'appuient toujours sur un terreau de connaissances immense qui font que c'est pas simplement j'ai une idée comme ça qui me tombe au travers du crâne et que j'utilise. Cela dit, il peut y avoir des idées extrêmement puissantes qui viennent d'une réflexion profonde sur des choses qu'on connaît déjà. Et le champion, toute catégorie de ce genre de démarche, c'est Einstein. Einstein, c'est quand même un gars qui, en 1905, se pose la question: qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare? C'est dans son article du mois de juin 1905 qu'il fonde la théorie de la relativité. Et il répond. Vous imaginez les lecteurs, les grands scientifiques qui lisent cet article est rédigé par un type qui n'a même pas de thèse, qui est complètement inconnu, qui a écrit un article pour expliquer ce que veut dire lire l'heure. Et il dit, c'est la petite aiguille de ma montre qui indique le 7 au moment où un train arrive à quai. Vous imaginez le gars qui dit, ouais, ce type-là. Bon. Après, il pose une deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon? C'est un exemple. Si moi je suis à Marseille, là ça devient plus compliqué parce qu'il faut un message, une transmission d'informations entre ce qui se passe à la gare de Lyon et moi qui suis à Marseille. Il faut un protocole. Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si moi je suis en déplacement par rapport à la gare? Et là tout le monde est mort. Il faut refonder une physique qui va donner la théorie de la relativité restreinte. 2 ans plus tard, il est toujours à l'office des brevets à Berne, ingénieur, et tous les après-midi, après le repas, il rêvasse un peu, et en fait, il pense avec son corps, c'est-à-dire il met son corps en situation pour voir ce qu'il éprouverait s'il pouvait réaliser certaines expériences que les équations rendent possibles, mais qu'on ne peut pas faire en laboratoire. Et si vous lisez son autobiographie, il raconte que une après-midi du mois de mai 1907, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Quelle est cette idée? Alors on se dit c'est l'idée de se marier, parce qu'il était en concubinage
Non, il était déjà mort. Non, ça peut être une idée comme ça, d'ordre affectif. Il dit non. J'ai compris, tout d'un coup, qu'un observateur en chute libre ne sent pas son propre poids. J'en ai conçu une vive émotion, et cette idée me mena 7 ans plus tard sur une nouvelle théorie de la gravitation. Donc c'était il y a exactement 7 ans plus tard, c'était 1915. Donc c'était il y a un siècle. On va fêter cette année l'anniversaire, le 100e de la naissance de la relativité générale. Or, je reviens sur l'idée d'Einstein. En fait, c'est dans les équations de Newton. Il n'a rien inventé. Simplement, il a pensé ce qu'impliquent les équations. Or, si vous tombez, c'est évidemment sous l'effet de votre poids. C'est votre poids qui vous fait tomber. Bon. Sauf que, quand vous tombez, les objets qui tombent avec vous, par exemple votre parapluie, sachant que tous les corps tombent à la même vitesse, c'est Galilée qui l'a montré, Newton qui l'a formalisé, ben votre parapluie qui tombe avec vous, il tombe exactement comme vous, à la même vitesse. Donc par rapport à vous, il ne tombe plus. Par rapport à vous, il est en apesanteur. Et donc Einstein dit, mais c'est quoi ce truc? Ce qui fait que je tombe a pour cause mon poids. La chute est un effet de mon poids, et en subissant une chute, j'annule la cause de l'effet qui me fait tomber. D'accord? C'est-à-dire, l'effet du poids, ma chute, crée l'impression que je n'ai plus de poids. C'est-à-dire, l'effet crée l'impression que la cause est éliminée par l'effet. Il dit, c'est quoi ce truc? Et ça l'amène à formuler ce qu'il appellera le principe d'équivalence, c'est-à-dire que un champ, une accélération peut mimer de la gravité, et la gravité peut elle-même être éliminée par une accélération. Et cette équivalence-là va le mener à la relativité générale. Donc c'est une idée qu'il a eue. Mais en fait, c'est une idée qui n'est que la prise de conscience de ce que disaient déjà les équations de Newton, sans que personne ne l'ait vraiment compris, alors qu'elles dataient de plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'à un moment, il a un flash. Il y a comme une idée qui lui vient, un truc qui naît, qui éclate dans sa tête. Pour moi, c'est le résultat d'une intense réflexion. C'est-à-dire Einstein, évidemment, il a pensé Newton plus que n'importe qui. Et donc, c'est pas une idée qui lui arrive de façon distraite. Il y a du boulot avant. C'est une sorte de concentration infernale qui, en effet, peut se relâcher et laisser venir une intuition ou une image, en l'occurrence celle qu'éprouverait un corps en chute libre. D'ailleurs, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que le bonheur théorique des uns se paie du malheur expérimental des autres. Et Einstein, après avoir eu cette idée, est allé questionner un couvreur qui était connu à Berne parce qu'il avait fait une chute d'un immeuble de plusieurs étages, il était tombé du toit sur du foin, un peu comme dans les films. Et il en était sorti indemne, et Einstein est allé le questionner pour lui demander si pendant la chute, il avait senti son propre poids. Ouais, et le type a expliqué qu'il pensait à autre chose, en fait. Il avait pas le même genre de préoccupation qu'Einstein. Mais faites l'expérience, par exemple, sauter à l'élastique, ou ça c'est moins agréable, vous dévissez en montagne quand vous faites de l'alpinisme, ça provoque une sensation extrêmement bizarre. Ou le trou d'air dans l'avion, là. Alors, le trou d'air dans l'avion, c'est moins net. Moi, je connais le saut à l'élastique, c'est très particulier. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que si je vous pose cette question du flash de Einstein, donc on a bien compris qu'il y a évidemment beaucoup de réflexion derrière et une intense réflexion, c'est que je vais vous citer quand même dans votre livre, vous dites quelque chose au sujet du mathématicien Henri Poincaré, qui d'après vous semblerait dire que l'inconscient serait en somme, je vous cite, un magma dans lequel s'agitent en permanence des idées atomiques qui de temps en temps percolent dans la conscience. Le créateur serait celui qui sait les saisir et les ordonner. Et en lisant ça, ça me faisait penser à un mythe qu'on raconte à propos de Michel-Ange, donc je passe du côté des artistes, qui disait que de la même façon, pour faire une sculpture, il avait vu l'ange dans le marbre et il l'avait libéré. Donc il y avait cette façon de voir quelque chose que les autres ne voient pas. Est-ce que c'est relatif à une disposition d'esprit uniquement?
Alors, moi, je suis pas psychanalyste. D'ailleurs, je remarque que les grands psychanalystes, enfin les fondateurs, Jung, Freud, ne sont pas vraiment intéressés à la création des idées en sciences. Enfin, j'ai pas trouvé de référence, peut-être que je me trompe, mais j'avais un peu cherché de ce côté-là, j'avais pas vu de texte éloquent de ce point de vue. Mais en fait, l'idée que défend Poincaré, on pourra lire un extrait d'ailleurs, c'est qu'en fait, l'idée, elle vient d'un mélange d'obsession et d'ouverture. Car il faut avoir été obsédé par un problème. Comme Einstein, comme Poincaré, il faut avoir été vraiment obnubilé par une question. Et puis, voyant qu'on n'arrive pas à la résoudre, on passe à autre chose. Mais l'inconscient, lui, continue à travailler. Et il se peut qu'un peu plus tard, dans une occasion complètement fortuite, il va relâcher une idée et celui qui en a conscience, parce qu'il a travaillé, quand elle va entrer dans la conscience, il va la saisir et la rendre féconde. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une minute de lecture, bien sûr, je voulais vous demander. C'est intéressant de lire, parce que Poincaré, il a beaucoup réfléchi à la façon dont lui est venue cette idée. Il a fait une conférence devant la Société de psychologie de Paris en 1911, et en gros, il travaille sur les fonctions fuchsiennes, du nom d'un mathématicien qui s'appelait Fuchs. C'est des fonctions qui sont automorphes, et il se demandait ce que ça voulait dire. Il a travaillé pendant des soirées et des soirées. Il raconte même qu'il buvait du café, que ça l'empêchait de dormir, qu'il avait, croyait-il, de bonnes idées qui se révélaient mauvaises. Enfin, il devenait fou, quoi. Et du coup, il en a marre, il fait une sorte de petite dépression, et il accepte de participer à une course géologique qui est organisée par l'école des mines. Bon, à l'époque, il habitait à Caen, et il accepte donc de faire une petite randonnée à Coutances. Et voilà, les péripéties du voyage, il est en train, me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais les pieds sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Bon, ouais, Facile. Ouais. Je ne fis pas la vérification. Je n'en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée avec mon voisin, mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. C'est incroyable, l'idée surgit dans sa conscience en une fraction de seconde quand il met le pied sur le marchepied. Il sait que c'est la bonne idée, il n'a même pas besoin de faire la démonstration. Et il reprend sa conversation comme si de rien n'était avec son voisin. Il fait sa randonnée tranquillement, et le soir, rentré chez lui, il écrit la démonstration. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une idée ou c'est une solution qu'il trouve? Est-ce que c'est exactement la même chose? Il résout un problème. Il a l'idée qui permet à un problème qu'il a tourmenté d'être résolu. Alors, vous citez le cas de Poincaré, mais il y en a un qui est encore plus drôle dans le même exemple, c'est Schrödinger. Vous pouvez nous en dire Alors, Schrödinger, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous mettez si vous mettez Schrödinger vous le faites entrer dans un omnibus, au moment où il mettra le pied sur le marchepied, ça pourrait ne rien donner. D'ailleurs, en général, pour n'importe qui, ça ne donne rien. Schrödinger, il avait une autre façon de procéder. Il était obsédé par les femmes. C'était un type incroyable. Il tenait un journal dans lequel il racontait toutes ses conquêtes féminines, jeune en général, 17 ans, 18 ans. Et en 1923, il lit la thèse de Broglie sur la dualité de corpuscules. Vous savez, Broglie a l'idée que à toute particule de matière, on peut associer une onde. Et la question que se pose Schrödinger, c'est quelle est l'équation qui pilote cette onde? Et il cherche, il trouve pas, il fait une sorte de dépression, parce que être obsédé par un problème sans pouvoir le résoudre, quand ça dure longtemps, ça mène à la dépression. Enfin, Pauli, quand il travaillait sur les phénomènes anormales, il était dépressif. Einstein a connu des phases de dépression. Vous n'avez pas l'air dépressif. Mais moi, j'ai pas d'idée, donc ça va. Mais j'ai pas de problème. Enfin, j'ai pas de problème, et en plus, j'ai pas d'idée. Donc, je suis dans un confort intellectuel total. Mais je reviens à Schrödinger. Lui, il était très très mal, et donc, il a demandé l'autorisation à sa femme de partir en vacances de Noël dans la station des Grisons,
dans une petite ville qui s'appelle Arosa, avec sa maîtresse. Sa femme, évidemment, a été d'accord. Donc il est parti avec sa maîtresse, et en revenant de ses 15 jours de vacances, il avait l'équation de Schrödinger, et il avait la solution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène. Donc il avait résolu son problème. Et il a écrit une lettre à l'un de ses amis pour lui dire qu'il avait eu cette idée à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Voilà, on a la réponse à la question que je vous posais au début. Mais il n'y La méthode a aucune pour avoir sérendipité des là-dedans. idées. D'accord. Pardon. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on ne sait pas même avec quelle maîtresse il est parti. On sait qu'elle habitait Vienne, mais connaissant Schrödinger, ce n'est pas une information suffisante pour l'identifier. Et il aurait pu la remercier quand même, mais il ne l'a pas fait. Mais c'est intéressant de voir que c'est au moment où il lâche prise par rapport à leur questionnement, mais qui est intense, comme vous le dites, et c'est probablement nécessaire avant. Mais il y a une autre disposition, j'ai l'impression, c'est d'être capable de capter cette bulle au moment où elle éclate. C'est-à-dire qu'on peut décider délibérément pour de passer à ça, côté. il faut avoir beaucoup travaillé avant. C'est pour ça que la sérendipité est une idée que j'aime, mais qui me paraît laisser entendre que c'est à la portée de n'importe qui, qu'il suffit d'être ouvert, etc. Non, c'est parce que on a été obsédé qu'on sait voir ce qui fait sens dans telle ou telle anecdote qu'on peut vivre. Et si on n'a pas fait ce travail préalable, on voit rien. Il y a des gens qui ont eu des épisodes érotiques fulgurants et tardifs, il y en a sûrement beaucoup, ça n'a rien donné. Des gens qui mettent des pieds sur des marchepieds, il y en a sans doute des milliards chaque jour, peut-être des millions, ça donne rien. Donc il ne faut pas laisser entendre que ça marche pour tout le monde à tous les coups. Il faut être obsessionnel. Alors j'aimerais vous poser une question à choix multiple. Et je vais vous demander de choisir, évidemment, dans les réponses que je vais vous proposer. La question est la suivante. Les idées les plus innovantes naissent davantage, selon vous, suite à une recherche approfondie dont la rigueur n'a d'égal que la minutie? C'est bien formulé, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est un peu ce que vous étiez en train de dire. Par sérendipité, le hasard fait parfois bien les choses. Ou par l'interdisciplinarité, le dialogue et l'échange, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé pour le moment. Moi, je voterais pour la première formulation, à condition de la corriger un peu. C'est-à-dire, il y a minutie, travail, etc. Mais il faut aussi être ouvert et il faut être curieux, mais pas trop. C'est-à-dire, les gens qui sont trop curieux, ils se dispersent, on les perd complètement. Il faut être obsessionnel et ouvert, c'est ce que j'ai dit. C'est deux qualités contradictoires, mais qui peuvent se succéder dans le temps sans cohabiter à tout moment. Et puis, la troisième me paraît intéressante aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées, notamment dans les... Alors, peut-être pas pour les idées scientifiques, mais en tout cas pour les idées relatives à l'innovation. C'est la discussion. C'est quand les gens de secteurs différents discutent entre eux. Et même en physique, quand des gens de secteurs différents, de disciplines différentes discutent, ça peut donner des idées très fécondes. L'idée du boson de Higgs, par exemple, elle vient de gens qui travaillent dans le domaine de la matière condensée. Et elle a été reprise par des physiciens des particules dans un tout autre contexte où elle a eu une fécondité incroyable. Donc la notion de discussion me paraît fondamentale. Moi, comme tous les physiciens, je reçois tous les jours le manuscrit d'un type à la retraite, ingénieur, qui m'explique qu'il a résolu, tous les problèmes de l'univers, de cosmologie. Et l'indice qu'il donne pour qu'on donne du crédit à son travail, c'est qu'il y travaille depuis 40 ans en solitaire. Et là, le en solitaire... Fallait pas l'écrire. Non, parce que ça peut être... il faut discuter, il faut présenter ses résultats, il faut les critiquer, il faut accepter des points de vue autres. S'il n'y a pas cette interaction, si on pense qu'un cerveau seul est capable de découvrir la vérité, on se trompe complètement. Oui, ça c'est une démarche très scientifique. Mais... L'objectivité de la science ne vient pas du fait que les scientifiques seraient objectifs. Je ne connais pas un seul scientifique qui soit objectif, ça n'existe pas. En revanche, il y a une objectivité de la science qui vient d'une objectivation par la discussion, par la critique des travaux des scientifiques. Ce qui est tout à fait autre chose. L'objectivation est le résultat d'un processus collectif. Ça, c'est un processus, effectivement, mais qui est largement aussi utilisé par les designers. Le Bauhaus, dans ses théories de design, prenait exactement la même chose de l'interdisciplinarité. Je crois que Marcel Brauer, qui a conçu le Vassili Chair, vous savez, ce fauteuil Vassili, a eu l'idée un jour, ça lui est venu comme ça, comme une bulle qui éclate. Pareil, il était sur son vélo, donc il avait lâché prise un peu avec son problème. Il voulait concevoir un fauteuil qui reposait sur l'air. Et il est allé voir des ingénieurs aéronautiques. Donc il a croisé ces secteurs, effectivement.
Non, mais dans l'innovation technologique, ce que vous dites est vrai dans la plupart des cas. Enfin, j'ai lu des histoires il y a des livres sur la sérendipité. On voit que en technologie, le velcro, par exemple, c'est de la sérendipité. Et on peut trouver plein d'exemples de ce type-là. Mais quand il s'agit de résoudre un problème théorique, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche à tous les coups. Alors merci d'avoir fait un choix dans ces réponses, parce que je crois qu'on a les résultats d'un sondage. Je ne sais pas s'ils apparaîtront à l'écran. Si. Alors on a demandé aux internautes qui suivent j'ai la plus mauvaise note. Voilà, vous êtes trompés. J'ai la plus mauvaise note, Voilà, comme d'habitude. Donc là, la plupart effectivement des internautes pensent que la sérendipité est plus intéressante, plus avantageuse pour avoir des nouvelles idées. Le hasard fait bien les choses. Et ensuite, on a l'interdisciplinarité, effectivement, mais le travail compte pas du tout là. Enfin, compte pas du tout. On n'a pas envie de bosser, visiblement, 17%. Mais ce que vous appelez le hasard, pour moi, c'est pas du hasard, c'est juste la rencontre, en effet hasardeuse, entre un questionnement qu'on a eu et une circonstance particulière, entre un événement extérieur. Donc c'est du hasard, mais pas complet. Mais vous dites à un moment dans votre livre que malgré ces circonstances et ces conjonctions, on peut très bien ne pas voir la solution alors qu'elle est devant nous et on refuse cette solution. Vous le dites, il me semble que c'est un titre de partie. Alors par exemple, je parlais de Cantor. Quand Cantor, mathématicien de la fin du XIXe siècle, il démontre qu'il y a autant de points sur le côté d'un carré, en l'occurrence un rectangle, il y a autant de points sur ce côté qu'il y en a sur la surface du rectangle. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Il dit, mais c'est incroyable ça. Cette table, elle est à 2 dimensions, la surface. Donc il y a forcément plus de points sur la surface que sur un côté. Mais il démontre que non. On peut créer une bijection entre chacun des points. Une bijection. Une bijection, c'est-à-dire une correspondance point par point entre les points d'un côté et les points de la surface. Mais c'est pas possible. Quoi. Et donc il écrit une lettre désespérée à son professeur qui s'appelle Dedekind en disant « Je le vois, au sens je l'ai démontré, mais je ne le crois pas ». Et donc il a passé une semaine à attendre que Dedekind lui réponde que sa démonstration était juste. Mais entre-temps, il était devenu fou. Max Planck, quand il écrit la formule epsilon égale nu qui introduit le quantum de Planck pour comprendre les interactions lumière-matière, il dit qu'il a introduit cette formule dans un acte de désespoir et il n'y croit pas. Il l'a écrite en 1900 et il y croira qu'à partir de 1909, quand on lui a montré qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et la constante de Planck s'appelle H parce que c'est la première lettre de Hilfe qui veut dire au secours. C'est vous dire l'ambiance. Tous les scientifiques sont des grands désespérés. Mais c'est ça c'est l'argument que j'oppose aux sociologues des sciences qui disent que les scientifiques ne trouveraient que les idées qu'ils aiment. Et non, on peut trouver des choses qu'on déteste. Et en l'occurrence, Planck, il a écrit une formule dont il détestait la signification. Et parce qu'elle allait à l'encontre de tous ses travaux précédents. Oui, de tout ce qu'on pensait vrai, à savoir que les échanges d'énergie entre la lumière et les matières devaient être continus. Sa formule dit que non. Il dit c'est pas possible, ça doit être un artefact mathématique. Il publie à contre-cœur et il va passer 9 ans de sa vie ensuite à essayer de montrer qu'il y a une autre façon de comprendre ces interactions. À se contredire lui-même. Oui. D'accord, ils sont plusieurs en fait. C'est très. Alors il avait une très jolie formule par ailleurs. Il disait à propos des gens qui attaquaient Einstein à propos de la relativité, il disait mais on les convaincra jamais. Mais c'est pas grave, il suffit d'attendre qu'il meure. D'accord ? Bon. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, on vient de dévoiler, après un embargo qui a été levé à 15h cet après-midi, les résultats du satellite Planck, qui porte le nom de Max Planck, mais c'est un satellite, qui mesure le fond diffus cosmologique. Eh bien, moi j'ai déjeuné avec un des physicien de ce projet qui s'appelle François Boucher. C'est des résultats extraordinaires. Enfin, je lisais ça dans les journaux. Malheureusement, ça fait moins de place dans les journaux, d'après ce que j'ai vu, que le fait que le président de la République avait une mouche sur le front pendant sa conférence de presse. Pourquoi c'est extraordinaire? Pas la mouche, hein, mais mais pourquoi la mouche est plus importante que Planck? Mais parce qu'on peut-être on n'a pas très bien compris la portée de cette découverte. En tout cas, c'est un truc incroyable qui dit
quelle est la proportion de matière noire dans l'univers, d'énergie noire, de matière baryonique, qui précise l'âge de l'univers, et qui tue des centaines de modèles cosmologiques en disant les données qu'on a recueillies ne sont pas compatibles avec les prédictions de ces modèles. Et ce physicien que j'ai rencontré est quelqu'un qui, dans les années 80, faisait des modèles cosmologiques alternatifs, c'est-à-dire qui étaient en dehors de l'orthodoxie. Et il se trouve que c'est le modèle orthodoxe qui est validé par les mesures. Il m'a dit, je suis triste, mais j'admets que ça marche pas, quoi. Que ce qui est validé par les observations de Planck, c'est le modèle machin contre lequel je m'étais battu. Ce qui veut dire que le satellite Planck a donné tort à Max Planck, puisqu'un physicien peut, de son vivant, accepter une théorie qu'il a combattue. Alors, il faut faire preuve d'humilité quand on est un scientifique et qu'on veut avancer sur ces théories. On a compris qu'il fallait être capable de capter les idées quand elles nous arrivaient et vivre des expériences érotiques intenses. Et ça aussi, non, ça marche pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il faut en plus savoir communiquer, échanger. Vous nous l'avez rappelé au sujet de l'objectivité de la science. Mais il y a un cas intéressant qui est celui de Paoli, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne et que vous nous disiez un petit peu des choses sur sa vie. Mais visiblement, Paoli, je vous cite, qui n'hésite pas à s'aventurer loin de sa discipline sur des voies très spéculatives. Ce Paoli-là cherche tous azimuts, explore toutes les pistes, y compris les régions les plus profondes, les obscures de la psyché. Il s'intéressa à l'interprétation des rêves, il s'intéressa à la Kabbale. Donc là maintenant, si on récapitule, expérience érotique, savoir capter les idées, savoir communiquer, et en plus, il faut s'intéresser à la Kabbale. Je reviens quand même, avant de parler de la Kabbale, sur... vous dites communiquer, il faut savoir communiquer. Non, il y a des gens qui ont des idées incroyables, des génies, qui étaient incapables de communiquer. Je pense à Perelman, par exemple, qui a démontré le théorème de Poincaré, qui vit dans une forêt en Russie. C'est pas un grand communicant. Alors comment cette objectivité de la parce science qu'il a publié, il y a des gens qui ont vérifié ses démonstrations et qui ensuite en ont fait la promotion. Prenez Majorana. Majorana, c'est un physicien fabuleux, pour moi le plus fabuleux de tous les temps, qui a disparu à 31 ans en 1938. C'était un gars qui communiquait pas. Par contre, il était génial et il a décidé de disparaître à 31 ans. On n'a jamais retrouvé son corps, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à enquêter sur lui et j'ai fait un livre qui s'appelle En cherchant Majorana, où je montre que toutes les hypothèses qu'on peut faire à son sujet, donc s'il se serait jeté dans la mer, il aurait fui en Argentine, il se serait réfugié dans un monastère, il aurait collaboré avec les nazis sur la bombe atomique, tout ça, ça tient pas. Et hier, dans la Repubblica, il y a un grand papier selon lequel on a la preuve que Majorana était vivant au Venezuela entre 55 et 59, parce qu'on a une photo de lui, ça correspond avec la taille du nez des jeunes, et qui vivait avec une jeune femme. Alors j'ai vu la photo, il rigole, on dirait un pépé bien dans sa vie, ce qui est complètement exclu connaissant Majorana, qui n'a jamais souri une fois de sa vie, et qui n'était pas du tout un communicant. C'est-à-dire on peut avoir des idées géniales, et être incapable de les communiquer de son vivant, puisque aujourd'hui il y a des dizaines de physiciens qui travaillent sur les manuscrits de Majorana, en étant certains que dedans il y a des idées géniales qui n'ont pas été exploitées. Maintenant, Paoli c'était quelqu'un de complètement schizophrène, au sens où dans la vie courante il était rationaliste. Je veux dire, il cassait les gens, il disait ça c'est pas possible, t'as tort, etc. J'ai eu d'ailleurs comme professeur Weisskopf qui avait été son thésard et Weisskopf un jour a fait une erreur de calcul et il a présenté son calcul à Paoli. Paoli a vu qu'il y avait une erreur et Weisskopf a pensé qu'ayant fait une erreur il devait cesser de faire de la physique, il était indigne et Paoli l'a rassuré en disant ne t'inquiète pas, tout le monde fait des erreurs sauf moi. C'est un type très arrogant. Mais en fait, dans sa vie intérieure, il était un angoissé de première. Et on s'en rend compte quand on lit la correspondance qu'il a eue pendant près de 40 ans avec Jung. En fait, ça s'est passé de la façon suivante. Paoli, qui a découvert le principe de Paoli, etc., dans les années en 28, je crois, il se marie avec une danseuse.
magnifique, très connue, qui était dans une troupe allemande qui faisait des tournées internationales. Et assez rapidement, elle le quitte pour un chimiste. Ce qui, pour un physicien théoricien, est une épreuve. Et là, il fait une dépression, il devient alcoolique, on le voit se battre dans des bars louches de Zurich, il se drogue, il devient un peu fou, et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée du neutrino. L'idée que quand un neutron devient un proton, il n'y a pas simplement deux corps qui sont formés, le proton et l'électron, mais il y a en plus un neutrino. C'est une idée qu'il a eue dans cette période très agitée. D'ailleurs, il a appelé le neutrino l'enfant fou de la pire crise existentielle de sa vie. Ça, c'est Donc il faudrait ajouter à toutes les conditions que vous mettez, le marchepied, nanana, il faut ajouter la dépression, l'alcool, les bagarres, etc. Okay. Il n'est pas fourni à la conférence. Son père, voyant qu'il part à la dérive, lui recommande de commencer une psychanalyse avec Jung. Et il écrit une lettre à Jung en disant, voilà, ma femme est partie avec un chimiste. Si elle était partie avec un matador, j'aurais pu faire quelque chose. Avec un chimiste, que faire? Et à partir de ce moment-là, il a écrit des lettres expliquant tous ses rêves. Il en a envoyé 1000. Jung en a interprété 400. Et on voit à quel point Paoli était obsédé par l'idée de réconcilier la vie psychique avec la physique. C'est-à-dire d'essayer de voir en quoi la psyché peut engendrer les idées fécondes de la physique. L'idée, finalement, c'est que une découverte, c'est pas tellement une découverte du monde extérieur, c'est une sorte d'introspection. C'est-à-dire, faire une découverte, c'est savoir lire dans sa psyché les idées que la nature a pu avoir. Et donc, quand on fait une découverte, en fait, on apprend davantage sur soi que sur la nature. C'est une idée assez étrange. Et la Kabbale, évidemment, lui a servi de grille de lecture. D'ailleurs, il y a une anecdote que je raconte dans le livre, parce qu'elle est quand même assez savoureuse, c'est que à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de gens qui faisaient de la numérologie en physique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre particulier en physique qui s'appelle la constante de structure fine. En fait, vous prenez la charge électrique de l'électron, E, vous l'élevez au carré, vous divisez par la constante de Planck, et vous divisez par la vitesse de la lumière. Ça fait E2 sur H bar C, c'est ce qu'on appelle alpha, la constante de structure fine. C'est un nombre sans dimension. C'est un nombre qui n'a pas d'unité. Et ce nombre vaut 1 sur 137. 1 sur 137. C'est-à-dire c'est l'inverse d'un nombre entier. Alors pourquoi un nombre entier? Ça devrait être un nombre quelconque. Pourquoi c'est un nombre entier? Il y a des nombres qui ne sont pas entiers. Vous voyez trois constantes fondamentales de la physique, vous faites une combinaison sans dimension, vous tombez sur un nombre entier. Alors les gens essaient de comprendre ça, et ils pensaient que s'ils comprenaient pourquoi c'était un nombre entier, ils comprendraient mieux la physique quantique. Et Paoli est devenu obsédé de ce problème-là à partir du moment où il a constaté que la traduction numérique du mot Kabbale, c'est 137. Alors là, il est parti en vrille. D'accord ? Je vous passe les détails. D'ailleurs, c'était un faux problème, puisqu'on sait aujourd'hui que ce nombre n'est pas l'inverse d'un nombre entier. Il y a 0,002, donc c'était pas la peine de se creuser la tête. Mais en 1958, alors qu'il donnait un cours à Zurich, il s'est évanoui, il a été emmené à l'hôpital, en fait il avait un cancer du pancréas. Il est mort une semaine après, mais on l'a mis sans le savoir dans la chambre 137 de l'hôpital de la Croix-Rouge à Zurich. Et quand il s'est réveillé, il a vu 137 et il est reparti dans un... Et je pense qu'il est mort obsédé par 137, quoi. Il est mort sans s'en rendre compte, je pense. Est-ce qu'on a la recette, du coup, de la créativité, là? Bah non. Non, je pense on a parlé plein de trucs, on a parlé de drogue, on a parlé de choses vachement enthousiasmantes, mais on a des esprits qui travaillent. Donc, quand on posait la question tout à l'heure du sondage, je ne sais pas si on peut le faire réapparaître. En fait, j'ai l'impression que la meilleure réponse au sondage, c'était dire les trois à la fois. On peut à la fois du travail, à la fois cette disposition d'esprit qui permet de capter la bulle au moment où elle éclate, et évidemment l'interdisciplinarité, le dialogue et l'objectivisation de... Dans les cas que j'ai étudiés, étudier c'est un grand mot, c'est-à-dire j'ai essayé de m'intéresser à quelques grandes découvertes des années 30,
Et je me suis dit, admettons que la méthode ou ce que raconte telle ou telle personne qui a fait une découverte soit une bonne méthode. On s'aperçoit que quand on regarde la découverte d'à côté, elle contredit cette méthode. Et donc, il n'y a pas vraiment de point commun entre ces différentes démarches. D'ailleurs, s'il y avait un point commun, ça se verrait. C'est-à-dire ceux qui font des découvertes auraient des personnalités voisines. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Einstein n'a pas du tout la personnalité de Boltzmann ou de Dirac ou de Feynman ou de Bohr ou de Paoli, etc. Donc, le fait que des personnalités aussi différentes puissent avoir des idées fécondes dans le même domaine montre que sans doute il n'y a pas Il n'y a pas de profil il n'y type. a pas de méthode. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une question que j'avais, que j'ai pas posée, mais il n'y a pas de profil type du créateur. Il n'y a pas de personnes créatives et d'autres qui ne le sont pas. Si je répondais oui, il faudrait que je dise lequel. Et comme je ne saurais pas dire lequel, je dis non. D'accord, c'est scientifique comme. Voilà. Ok. Avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser vos questions, j'en ai une dernière. Vous écriviez dans le livre, au tout début, l'imaginaire des scientifiques joue un rôle fondamental, notamment dans les périodes de crise, on l'a vu, quand la raison elle-même perd pied. L'imaginaire, et je dis bien l'imaginaire, effectivement, est nécessaire dans une période comme celle que nous traversons là, aujourd'hui ? Alors, sur le plan social, la réponse est évidente, je pense. C'est évident. C'est oui, évidemment. Il suffit de sortir dans la rue pour voir que, d'un point de vue social, il y a quand même des choses à faire. Peut-être que les idées sont déjà là, d'ailleurs. Mais leur application demande du courage ou ne nous fait pas plaisir. Du coup, on trouve toutes sortes de stratagèmes pour ne pas croire ce que nous savons. Vous avez remarqué que quand une découverte, alors là je reviens à la science, quand une découverte scientifique ne nous fait pas plaisir, on trouve toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour la relativiser, ou pour dire qu'il faut douter, que la science c'est le doute. Regardez ce qui s'est passé avec le climat. Quand les climatologues démontrent que l'homme joue un rôle dans le changement climatique, vous avez une armée de types qui viennent vous expliquer que la science c'est le doute. Ah bon ? Il faudrait douter que la Terre est ronde, que l'atome existe ? Non, ce qui est le doute, c'est la recherche. C'est pas la science, il y a des choses qu'on sait. Et donc, quand une vérité crée du déplaisir, nous la marginalisons. Il y a un texte de Nietzsche d'ailleurs qui est incroyable, qui est dans son livre Humain trop humain, c'est un texte d'une page qui s'appelle L'avenir de la science. Je pense que quand Nietzsche a écrit ça, ceux qui l'ont lu ont dû se dire ce type est fou. Et en fait, quand on le lit aujourd'hui, il se trouve que moi je l'ai lu à mes étudiants, que je voyais pour la première fois, le lendemain des attentats. Donc il y avait une ambiance un peu spéciale. 500 étudiants, je leur ai lu la page de Nietzsche. Ils étaient dévastés. Parce que ce que dit Nietzsche, c'est que la science procure davantage de plaisir à celui qui fait de la recherche qu'à celui qui se contente d'en apprendre les résultats. Par exemple, on apprend la table d'addition par cœur. 1 plus 2 égale 3, etc. Mais on n'a aucune idée, en l'apprenant ainsi, de l'effort intellectuel qu'il a fallu produire pour l'écrire. C'est-à-dire le type qui a dit on peut ajouter non seulement des choses entre elles, mais des nombres s'émancipant de l'idée de choses. On peut ajouter des abstractions et non pas simplement des choses. Ce type a fait un effort intellectuel démesuré. Mais quand vous apprenez 1 plus 2 égale 3, etc., cet effort vous est complètement masqué. Et donc Nietzsche dit, les vérités de science vont nous devenir habituelles, communes, et nous allons les marginaliser à mesure qu'elles nous garantiront moins de plaisir. Jusqu'à quand ? Et du coup, nous allons revaloriser ce que la science avait combattu, c'est-à-dire la métaphysique, la religion, qui, elle, nous donne du plaisir. Et la question qu'il pose à la fin, c'est ce que l'humanité a de meilleur, elle le doit à la science. Mais si la science est discréditée par le fait qu'elle nous retire le plaisir que nous avons, il faudra faire comme Pénélope. Il faudra retisser la nuit ce qu'on aura
déconstruit ou la faire, je ne sais plus. Enfin, il faudra retisser la toile. Et Nietzsche se pose la question, qui nous garantit qu'on en aura toujours la force? Et il dit, si on n'a pas cette force, c'est la rechute dans la barbarie, etc. Enfin, et le lendemain de l'attentat, ce texte avait une force incroyable. Merci. Est-ce que vous avez des questions? La parole est à vous maintenant. Monsieur, alors il y a un micro qui se balade. Oui, merci pour la conférence. Je voudrais juste savoir, entre l'innovation et la programmation des dates d'obsolescence, quel lien? La deuxième question, est-ce que vous pensez que l'innovation et la recherche, ou est-ce que la recherche aboutit forcément à l'innovation? Et pour finir, 3 questions. est-ce que le génie suffit à lui tout seul à l'innovation? Alors si on commençait par la dernière. Bah, il suffit pas, mais on n'a rien d'autre. Donc, il doit suffire. Le génie, ça se trouve pas comme ça. Je veux dire, alors, s'il faut quelque chose de plus que le génie pour innover, on n'est pas prêt d'innover. Hein. Donc, en plus, je pense qu'on peut innover sans être complètement génial. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle génial, encore une fois. Mais le Vélib, qui est une invention géniale, peut-être une innovation géniale, a été sans doute proposé par des gens qui ne sont pas l'équivalent d'Einstein, mais qui ont quand même eu l'idée d'associer des choses d'une façon nouvelle. Maintenant, la question que vous posez, l'obsolescence, ça rejoint un peu ce que je disais à propos des téléphones. C'est-à-dire que ce téléphone que j'ai, parce que le précédent est tombé dans l'eau, où j'ai dû prendre il pourrait me servir 10 ans. Mais si je le garde 10 ans, l'innovation qui sera prête dans 6 mois ne trouvera pas de marché. Et donc, il faut organiser des stratagèmes pour que ces objets deviennent vite caducs. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. Soit on fait en sorte qu'ils ne marchent plus dans peu de temps, soit on fait en sorte qu'ils soient ridiculisés rapidement par les autres objets qu'on verra en vitrine. Voilà. Donc c'est soit le rendre, lui donner une durée de vie courte, soit faire en sorte qu'il soit rapidement ridicule. La fameuse obsolescence programmée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et maintenant, est-ce que toutes les Pardon. recherches donnent... par exemple, le boson de Higgs... alors, il y a des innovations qui sont liées au fait qu'on a construit un accélérateur très puissant et les technologies ont bénéficié d'innovations et ont elles-mêmes engendré des innovations. Donc le fait d'avoir découvert le boson de Higgs a engendré des innovations. Mais le boson lui-même en tant que particule, non. Il n'y aura pas d'innovation avec lui puisqu'il a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes. Donc on ne va pas faire des médicaments avec. Mais on pourrait mentir. Et c'est ça qui est dangereux dans le système actuel, c'est qu'on demande aux scientifiques de défendre des projets et d'associer à ces projets des applications qu'évidemment ils ne connaissent pas à l'avance. Et donc ils peuvent faire des promesses. Et les promesses, on n'a aucune garantie qu'elles seront tenues. Donc par exemple, le boson de Higgs, c'est une particule grâce à laquelle on comprend comment les particules élémentaires ont acquis leur masse dans l'univers primordial. L'idée, c'est que le vide n'est pas vide, il est rempli par un champ, et les particules sans masse frottent sur ce champ, un peu comme un skieur frotte sur un champ de neige, et c'est le frottement avec ce champ qui engendre l'inertie des particules qui correspond à leur masse. Et découvrir le boson de Higgs, c'était avoir la preuve que ce champ existe. Alors, évidemment, quand les hommes politiques, les rares, qui se sont intéressés à tout ça, ont demandé des explications, on leur a dit, ils ont compris que ça ne servait à rien. Enfin, je veux dire. Mais on aurait pu leur mentir. D'ailleurs, on l'a fait, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu que c'était un mensonge. On leur a dit, mais finalement, puisqu'on vient de comprendre par quel mécanisme les particules élémentaires ont acquis leur masse, on ne peut pas exclure qu'un jour, un innovateur génial n'utilisera pas ce processus, ce mécanisme, pour fabriquer une machine qui permettra de réduire la masse corporelle des gens. Et donc résoudra un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. Ils ont pris là. Ah oui, ça c'est intéressant pour le coup, etc. Et en fait, il a fallu rétro-pédaler en leur expliquant que c'était une blague.
Ce qui montre d'ailleurs, ça rejoint la question de la communication, que sur ces questions-là, on peut raconter des blagues à volonté, sans risquer d'être démenti. Oui, parce qu'il faut comprendre vos problèmes, quand même. On l'a vu, Voilà. à quel point c'est un enjeu aussi. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour, merci. Une question en 2 temps. Si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, les mathématiques, par exemple, sont une création de l'esprit humain. J'ai jamais dit ça. Parce que c'est une question, justement. Ben oui, c'était Ouais. le présupposé de ma Ouais, question. ouais. Donc la suite ne... Non, mais c'est une question. C'est-à-dire, Oui, oui, c'est un problème. moi, je la formulerai autrement. C'est-à-dire, d'où vient Que les que les mathématiques, enfin une partie des mathématiques, permettent de décrire les permettent de lois de toucher le réel. Je dis pas de le décrire, Oui, oui. mais C'était parce que regardez, vous faites des calculs dans des espaces compliqués, des espaces mathématiques qu'on appelle des espaces de Hilbert, qui ont un nombre de dimensions infinies. Ça, c'est la mécanique quantique. Vous faites des calculs dans un monde, je sais pas où il est, mais c'est pas le monde empirique. C'est pas l'espace physique à 3 dimensions dans lequel on est. Vous faites des calculs dans ce monde-là, qui donnent des prédictions pour les résultats des mesures. Ensuite, vous faites une expérience, et le résultat que vous mesurez est celui que vous avez calculé. D'où vient cette coïncidence? Oui, c'était ma question. Je vous rappelle que l'article de 64 qui a fait l'hypothèse du boson de Higgs, avec le calcul qui va avec et les propriétés qu'il faut lui accorder, est un article d'1 page et demie, qui a été publié en 64 par Peter Higgs. C'est même pas un article, c'est une lettre, 1 page et demie de calcul. Et pour vérifier que ce calcul correspondait à une idée de la nature, il a fallu construire le LHC, un collider de 27 km de circonférence sous terre, les détecteurs qui coûtent des milliards d'euros, et 48 ans plus tard, on a eu la preuve que le calcul de Higgs était un calcul que la nature fait sien. Bon. Comment expliquer cette efficacité des mathématiques? Comment se fait-il que les mathématiques en physique permettent de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques? Alors, il y a plein de thèses. Il y a des gens qui pensent que les mathématiques sont dans le monde. Et donc, comprendre la nature, c'est apprendre le langage de la nature et donc parler mathématiques. Galilée. Galilée, peut-être quelques autres, Einstein sans doute. Mais il y en a d'autres qui pensent que les natures sont dans notre esprit. Ça, c'est Kant. C'est des inventions de l'esprit humain. Et finalement, faire une expérience ou une mesure, c'est obliger la nature à parler notre langage. Donc c'est obliger la nature à cracher des chiffres. Alors on peut débattre de tout ça, mais celui qui a le plus réfléchi à ça, c'est Paul Dirac. Paul Dirac, c'est celui qui a prédit l'existence de l'antimatière, qui était un type, j'en parle dans le livre, c'est un type fascinant, qui pensait que le langage ne doit servir qu'à dire des choses vraies. Donc il parlait pas beaucoup. Il ne savait pas que le langage, ça sert à communiquer, comment ça va, nanana. Non, lui, on doit dire que des choses vraies. Et il s'est posé la question de savoir d'où vient que les mathématiques soient aussi efficaces en physique. Et il a remarqué que les mathématiques qu'on utilise, c'est pas n'importe quelle mathématique. C'est des mathématiques, des formalismes qui sont riches en invariants, c'est-à-dire en structures qui résistent à des transformations. Par exemple, si je veux décrire un électron, et si ma façon de le décrire est modifiée si je fais un tour autour de l'électron, c'est que ce n'est pas un électron. Autrement dit, pour décrire des éléments de réalité que je ne vois pas, je dois utiliser des structures mathématiques qui ne changent pas quand je tourne autour de l'électron, par exemple. Et donc, il pensait que les mathématiques prolongent dans l'invisible les mécanismes de la vision. Par exemple, là, je vois un verre, je dis c'est un verre. Mais si je voulais être vraiment rigoureux, il faudrait que je fasse le tour du verre pour vérifier que de tous les points de vue, ce verre est un verre. Si je me mets de l'autre côté et qu'en tant que verre, il disparaît, c'est que ce n'est pas un verre. Et ça, c'est très profond, si vous voulez. C'est l'idée que les mathématiques qu'on utilise en physique ne sont pas quelconques. Il faut qu'elles permettent de construire des quantités invariantes. Et il y a une anecdote très savoureuse avec Dirac. Comme il ne parlait pas, les gens hésitaient sur la bonne façon de l'aborder. Donc un jour, il était dans le train avec Paoli, le même que tout à l'heure en Angleterre. Et Paoli, qui était pourtant un type
pas timide, ne savait pas trop comment aborder Dirac. Et donc il attend que le train traverse une prairie dans laquelle des moutons sont en train de paître. Et il saisit cette occasion pour parler à Dirac. Il lui dit, vous avez vu Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac s'approche de la vitre, puisqu'il ne veut dire que des choses vraies, il regarde les moutons, revient vers Paoli et lui dit, oui, au moins de ce côté-ci. Vous voyez la vérité. On n'a pas le droit de dire qu'un mouton a été tondu si on ne voit qu'un bout de mouton. D'accord ? Ça veut dire que notre façon de penser utilise des stratagèmes d'invariance qui, à partir d'un point de vue partiel sur les choses, nous fait inférer des conclusions générales que nous ne vérifions pas. Et bien, les mathématiques en physique, elles jouent le même rôle. Et c'est ça qui les rend efficaces. Elles permettent de saisir des éléments de réalité à partir des mêmes critères de jugement que la vision ordinaire. Ça répond Merci. à votre question. Ça en soulage Belle une réponse. partie. Une autre remarque, simplement, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la créativité du scientifique, vous acceptez que ce soit dit dans les mêmes termes pour l'artiste? Oui, sauf que l'artiste, il a la liberté totale. Alors que le scientifique, il est confronté à un réel qui n'est pas lui, qui peut lui dire non. Je pense qu'un physicien, c'est quelqu'un qui croit beaucoup de choses, mais qui est sans doute persuadé qu'il existe un en dehors de l'esprit. Et cet en dehors de l'esprit, c'est ce que moi j'appelle le réel. Et le réel a la capacité de dire non à nos idées, y compris aux idées les plus brillantes. Vous savez, Einstein, il a jamais accepté la mécanique quantique. En tout cas, il n'a jamais accepté l'interprétation qu'on en donnait. Il a toujours pensé qu'il manquait des choses dans son formalisme, ce qu'on appelle des variables cachées, sans lesquelles la physique quantique nous propose une vision du monde qui est complètement absurde. Où deux particules qui ont interagi peuvent se retrouver corrélées à distance, même quand la distance qui les sépare est immense. Einstein dit c'est impossible. Et il se trouve qu'après sa mort, on a pu tester son idée expérimentalement. C'est l'expérience d'Aspect des années 80, et on a pu montrer que les variables cachées auxquelles Einstein croyait n'existent pas. C'est incroyable qu'une théorie physique puisse être réfutée complètement par une expérience. Et cette expérience permet de dire ces idées-là sont fausses. Eh bien, si Einstein était là aujourd'hui, et si on lui expliquait les résultats de l'expérience d'Aspect, il tomberait de sa chaise. Il tomberait de sa chaise. Il serait complètement incrédule. Ça veut dire que le réel contient la capacité de détruire les idées en lesquelles on a le plus confiance. Alors qu'un artiste, qui peut le démentir? C'est compliqué la vie d'un physicien parce qu'il peut être contredit par le réel, il peut être Mais non, contredit par au ses contraire, propres c'est pas équations compliqué, aussi, ce parce que vous que disiez tout à l'heure. Justement, un physicien, c'est quelqu'un qui met en sorte de réaliser des expériences grâce auxquelles on peut tuer des idées. C'est pas le tout d'avoir des idées, parce que c'est facile d'avoir des idées. La question, c'est de trouver les moyens de tuer celles qui sont mauvaises. Et la mort des idées, c'est ce qu'on cherche en physique. En fait, aujourd'hui, pour dire la vérité, on cherche moins l'apparition de nouvelles idées que des moyens de tuer les mauvaises. Le LHC, par exemple, il a tué des idées. Le satellite Planck, qui publie ses résultats aujourd'hui, il a tué plein d'idées. Et ça, c'est intéressant parce que ça facilite le travail des enseignants. Au lieu d'être enseigné toutes les conjectures, les modèles, les machins, celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Donc ça fait des choses intéressantes pour les historiens. Mais pour les étudiants, non, ils n'ont pas besoin de les connaître. Et en ce moment, il y a trop de conjectures. Beaucoup trop, il y a trop de modèles. Par exemple, sur ce qui se passe à plus haute énergie, au-delà du modèle, au-delà de l'énergie du LHC, les idées qu'on a pour intégrer la gravitation dans la physique des particules, il y a plein de trucs. Théorie des cordes, etc. Toutes ces idées ne peuvent pas être bonnes. Et donc la question, c'est quelles sont les indications venant de l'expérience qui nous permettraient de dire cette idée est bonne, cette idée n'est pas bonne. C'est intéressant parce que sur un sujet qui n'a rien à voir, il paraîtrait, il y a un adage comme ça que j'ai entendu récemment dans une conférence start-up selon laquelle les physiciens seraient des super bons
chefs d'entreprise et start-upers parce qu'ils auraient une vision où ils sont capables d'être contredits par le réel et où ils s'adaptent à ce réel en permanence. Voilà, mais c'est un petit point de... Non mais regardez, par exemple, moi, souvent mes étudiants ils me disent, mais monsieur, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que... Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que l'antimatière dans l'univers primordial a été annihilée par la matière parce qu'il y avait une brisure de la symétrie, je sais pas quoi. Et ils me demandent, est-ce qu'on peut imaginer ça? Et je leur dis toujours, oui, puisque vous l'avez imaginé. D'accord? Puisque vous l'avez imaginé, c'est qu'on peut l'imaginer. Mais la question n'est pas de savoir si on peut imaginer cela. La question est de savoir si cette idée est bonne. Et comment la tester pour voir si elle est bonne. Donc ça pose deux questions. D'abord, est-ce que ce qu'on imagine est vrai? Première question. Deuxième question, est-ce que la vérité est imaginable? Autrement dit, est-ce que la vérité correspond à des idées que nous pourrions avoir? Ou est-ce que les idées sont toujours à l'écart de la vérité? Ça, c'est des questions vertigineuses. Hein. Je ne sais pas qui peut y répondre, mais c'est des questions qui se posent. Il se pourrait que la vérité ne soit pas imaginable. D'ailleurs, même quand des physiciens vous parlent de l'inflation cosmique, qui fait partie des scénarios standards du Big Bang, hein, l'idée qu'avant le mur de Planck, la taille de l'univers, l'espace-temps, s'est dilaté d'un facteur 10 puissance 50 en 10 moins 32 secondes, c'est ça l'inflation cosmique. Hein. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer cette idée? Vous êtes capable d'écrire l'équation, mais est-ce que vous êtes capable d'imaginer un espace-temps qui augmente sa taille d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 32 secondes? Non. Et donc, la science a ceci d'intéressant qu'elle met en scène des processus que nous pouvons décrire, mais que nous ne pouvons pas imaginer. Si vous demandez à un physicien qu'est-ce que c'est qu'un électron, est-ce que vous pouvez vous imaginer un électron, c'est-à-dire en faire une image, il vous répondra non. J'ai aucune idée de ce à quoi ressemble un électron. Par contre, j'ai les bonnes équations pour le décrire. Mais j'en ai pas d'image. Parce que chaque fois que j'en fais une image, il y a un argument quantique qui vient me dire cette image est fausse. Donc à la fin, j'ai plus d'image, j'ai que des équations. Et vous avez une image? Vous l'imaginez? Vous non. imaginez un petit truc quand même, un petit truc rond là? Ouais, enfin, non, c'est pas rond, ça n'a pas de forme. Ça fait clic dans un détecteur si je mets quelque part un détecteur avec lequel j'interroge la position de l'électron. Mais c'est possible de ne pas avoir d'image, de ne pas se projeter, de bah dire oui. je sais pas, et de justement, ne pas le visualiser. C'est là que Bergson s'est trompé, c'est que l'intellect peut continuer à fonctionner même quand il n'y a plus d'image. On dit souvent que l'image c'est le poisson pilote de l'intelligibilité. Ben non, même quand il n'y a plus d'image, l'intellect fonctionne. Et si vous demandez à Peter Higgs, qui est le prix Nobel pour le boson de Higgs, à quoi, à son avis, ressemble le boson de Higgs, il dira je sais pas. Et pourtant, c'est lui qui l'a pensé. D'autres questions, peut-être? Je vois que l'heure tourne et que... Bonsoir. Par rapport à la naissance des idées, certains créateurs, artistes et écrivains disent que l'idée, la création, ne vient pas d'eux, mais qu'elle passe par eux. Alors, à votre avis, c'est quoi qui passe et c'est quoi l'inspiration? Parce qu'on n'a pas tellement utilisé ce mot ce soir par rapport à la création, l'idée. Voilà. Bah, là encore, vous me parlez comme si j'étais compétent. Je suis pas compétent. Mais si. J'ai essayé de regarder comment ceux qui en ont eu ont raconté leur expérience. Et j'ai remarqué d'ailleurs que souvent, ils racontent pas. Il y a les mathématiciens que je cite, c'est des gens qui disent Gauss, Ampère, ils disent voilà, ça fait des années que je réfléchissais à un truc, et tout d'un coup, eureka, boum. Donc il y a un avant, un après, mais le pendant n'est pas décrit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon. Simplement, les artistes... moi, il y a un artiste qui m'a fasciné, disons, qui est mort il n'y a pas très longtemps, c'est Opalka, polonais. Vous savez, c'est un artiste qui a vécu en Pologne quand il était enfant, famille très pauvre, et ses parents le laissaient tout seul dans la seule pièce de leur maison, leur cabane, pour aller chercher du travail. Et il passait ses journées tout seul devant une pendule qui était là sur le mur. Et il raconte qu'un jour, cette pendule s'est arrêtée, tombée en panne. Donc il a complètement paniqué à l'idée que le temps s'arrêtant, le monde allait s'écrouler. Après, il a été déporté, on a écrit une suite de chiffres, un matricule sur son bras. Et vous savez qu'en 64,
Il avait donné rendez-vous à sa femme dans un café de Varsovie. Sa femme était en retard. À l'époque, je le dis pour les plus jeunes, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc il l'a attendu et en l'attendant, il a senti la compacité du temps. C'est-à-dire, il a compris qu'on ne peut pas réduire une attente par l'impatience qu'on a de l'événement qu'elle annonce. C'est même l'inverse d'ailleurs. Plus on est impatient et plus la durée semble longue dans l'attente. Bon. Et ce jour-là, il a fait un truc incroyable. Il a décidé de peindre tous les jours la suite des nombres entiers. D'accord ? Donc sur des grands tableaux, il écrit 1, 2, 3, 4, etc. Et à chaque fois qu'il a terminé une toile, il se prend en photo, dans la même tenue, une chemise blanche, le même éclairage, le même appareil photo. Et donc il a produit une œuvre qui a duré 40 ans, la suite des tableaux qui montrent la suite des nombres. Et entre chaque tableau, son visage qui vieillit, les rides, les cheveux blancs, etc. Et quand j'ai vu ça, moi, je ne connaissais pas son histoire. Alors que moi, je travaillais sur le temps. Et je me dis, tiens, ce type, incroyable, il a illustré artistiquement ce que j'essaie de dire comme message principal de la physique, c'est savoir que la physique, elle distingue le cours du temps de la flèche du temps. C'est-à-dire, elle distingue l'irréversibilité du temps qui passe de l'irréversibilité des phénomènes qui se produisent dans le temps qui passe. Autrement dit, pour la physique, tous les instants sont équivalents, de la même façon que tous les nombres que dessine Opalka sont équivalents. C'est-à-dire, ils sont tous construits de la même façon. On prend le précédent et on ajoute une unité. Donc c'est le même processus qu'on répète. C'est pareil pour les instants qui se suivent en ayant tous le même statut. Et puis dans ce temps irréversible, il y a des phénomènes irréversibles, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps, que lui montre par le vieillissement de son visage. Donc j'étais fasciné, quoi. Et donc j'ai pris contact avec lui, avec l'idée qu'en fait il avait lu des bouquins de physique et qu'on était arrivés à la même conclusion tous les deux, et qu'il avait trouvé le moyen artistique de peindre la différence entre le cours du temps et la flèche du temps qui, dans la vie ordinaire, se superposent. Et donc j'ai discuté avec lui et il m'a raconté la pendule chez lui, les camps de concentration, etc. Et c'est là que son idée a vraiment germé, et pas du tout en lisant des histoires de physique. Mais il se trouve que dans mes conférences sur le temps, je montre ces tableaux et tout le monde comprend. Alors que quand je mets mes équations, j'ai un succès, tout à fait relatif. Donc, vous voyez que ça l'a traversé, je ne sais pas comment. Moi, ça m'a traversé, je ne sais pas comment, cette histoire de cours du temps, flèche du temps. Mais on a suivi des chemins complètement différents. Alors, il y a des gens qui disent, finalement, l'artiste et le scientifique, qui gravissent la même montagne, mais par des versants différents. Ils se retrouveront là-haut. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense qu'il faut distinguer les deux, c'est des démarches complètement différentes. Mais une fois qu'elles sont distinguées, alors c'est intéressant de faire ce qui était dans le troisième thème, c'est-à-dire du dialogue. À Saclay, au CEVA, on travaille des artistes, on les laisse libres, on leur montre des trucs, ils font des choses incroyables. Ils sont inspirés par ce qu'on fait. Et ça produit des résultats étonnants. De même que le CERN, il y a quelques années, avait invité des peintres et des artistes à passer 3 mois libres dans le CERN, à pouvoir discuter avec tous les physiciens qui voulaient, à écouter des conférences, à ne rien comprendre. Mais c'est pas parce que vous ne comprenez rien que vous n'êtes pas inspiré. C'est pour ça que moi je pense que la vulgarisation, la bonne, c'est pas celle qui simplifie les choses, c'est celle qui dit des choses étranges. On les comprend pas forcément, mais on entend un truc nouveau. Et ça peut inspirer des tas de gens. Et moi je remarque d'ailleurs que j'ai écrit des livres compliqués, j'ai écrit des livres moins compliqués. Mais les livres qui suscitent le plus de courriers d'artistes, c'est les livres compliqués. Ils me disent j'ai rien compris, c'est pas grave, mais ils ont été inspirés. Et donc il faut refuser la dictature du simple, le fait de vouloir simplifier les messages. Non, il ne faut pas les simplifier, il faut les clarifier. Il faut les clarifier. Et clarifier un message, c'est le travailler, alors que le simplifier, c'est au contraire le mutiler. La clarification, c'est un travail.
La simplification, c'est une mutilation. Or, les scientifiques aujourd'hui sont invités à simplifier tout ce qu'ils ont à dire, et c'est ça qui produit des ravages. Et un scientifique peut être inspiré? Parce qu'on en parle pour l'artiste, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça rejoint tout ce qu'on a discuté aujourd'hui en une Et heure? moi, si vous voulez, j'ai pas envie de généraliser parce que il n'y a pas de profil type, on l'a dit. Donc si on commence à dire il y a des règles, on instaure un profil type. Je pourrais vous dire, par exemple, tous les pères fondateurs de la mécanique quantique étaient musiciens ou au moins mélomanes. Ils étaient tous aussi alpinistes. Mais est-ce que c'est parce qu'ils avaient une éducation qui les avait portés à ces activités parce que c'était à la mode à l'époque, ou est-ce que c'est le fait d'être physicien qui les portait vers ces activités? Il y a des gens qui vous diront, les kantiens sont des gens qui vous diront votre système de référence philosophique en fonction des paysages que vous aimez. Ils vous diront si vous êtes nietzschéen, si vous aimez les alpages, les cloches, les vaches, l'herbe grasse. Si vous êtes kantien, vous aimez les arêtes effilées où il n'y a plus de végétation. Bon, moi je suis alpiniste, oui, je suis un peu kantien, mais j'aime bien Nietzsche aussi, donc je ne sais pas si ces catégorisations fonctionnent très très bien. Et en plus, on trouve toujours des contre-exemples. Schrödinger, il avait une femme pianiste. Alors on pourrait dire, ils étaient tous mélomanes, musiciens, donc maintenant elle avait interdiction de jouer en sa présence, parce qu'il détestait la musique, sauf les chansons d'amour populaires. Ah ouais. Donc vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. À chaque fois, on trouve des contre-exemples. Merci. Je crois il va falloir qu'on libère tout le monde, mais il y a peut-être une dernière question. Quelqu'un qui brûle de poser la sienne. Madame. Il y en a deux en fait. On a peut-être le temps pour deux, ça dépend. Alors je vous demande de les formuler juste très rapidement et puis on y répondra rapidement également pour que tout le monde puisse poser la sienne. Merci. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'interdisciplinarité et de la discussion. Quelle différence faites-vous entre l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité? Je sais qu'il y a des discussions très sophistiquées qui sont discutées par les instances du CNRS, etc. Moi, je suis contre le fait de prendre des gens qui travaillent là sur ce sujet, puis d'autres comme ça, puis de les mettre ensemble et dire, voilà, qu'est-ce que vous avez à discuter en commun? Je ne crois pas que ce soit très fécond, même si vous trouverez des contre-exemples là encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser une question, de formuler un problème, et ensuite de réfléchir à l'ensemble des gens et des communautés qui pourraient être intéressés à discuter ce problème. D'accord? C'est-à-dire on part du problème et ensuite on invite les gens dont on pense qu'il serait pertinent de les inviter et on regarde ce que ça donne. Plutôt que de rassembler les gens pour ensuite leur demander de trouver un problème commun. Peut-être que ça marche, mais moi ce que j'ai vu de beau, c'est des situations où on a un problème et on ne sait pas le résoudre, et on se pose la question, qui pourrait nous aider? Qui pourrait nous aider qui n'est pas dans notre champ? Et ça peut être des artistes, si on veut décorer un laboratoire, par exemple. Ça peut être des gens des sciences humaines, si on s'interroge à des applications d'innovation technologique. Ça peut être des physiciens du solide, si on se pose des questions de cosmologie, etc. Pardon? Il faut un ego suffisamment fort pour se donner le droit d'inviter les gens et suffisamment faible pour penser qu'on n'est pas seul au monde à pouvoir le résoudre. Donc il faut quand même un petit ego. Inviter des gens, ça... Bon. Merci. Du crowdsourcing. Est-ce que c'est on va prendre la dernière question peut-être. Ouais, crowdsourcing, voilà. Au fond. Et puis ce sera certainement la dernière, oui, je crois. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'est juste, je souhaitais que vous faisiez le lien entre ce que vous avez dit au début sur l'innovation qui s'accélère, les entreprises qui ont l'impression qu'il faut innover pour survivre. Donc ça donne une vision un peu sombre de l'avenir de l'innovation, mais totalement différente de ce que vous avez dit, la citation de Nietzsche sur l'avenir de la science. Est-ce que vous pouvez faire le lien? Le lien, c'est, disons que pour moi, le fait que l'innovation soit un mot très à la mode, qui a d'ailleurs remplacé dans le discours politique le mot progrès qui n'est plus utilisé, c'est un très mauvais signal parce que ça nous invite à avoir un rapport malheureux à ce que nous faisons. La génération d'avant, c'est des gens qui voulaient construire, reconstruire, etc. Ils croyaient au progrès, c'est-à-dire ils croyaient que le futur devait être construit et qu'il serait meilleur que le présent. Et
la notion de progrès technique était une notion fondamentale dans la stratégie des entreprises. Alors que l'innovation, elle est aujourd'hui mise en avant comme étant une innovation pour l'innovation. Il faut innover pour innover. Et non pas pour viser un objectif qu'on aurait configuré à l'avance. Voilà. Et donc ce qui nous manque, c'est une sorte de configuration du futur, qui ne soit pas une utopie, il faut que ce soit crédible et attractif, et qu'on trace le chemin qui permette de l'atteindre grâce à l'innovation. Autrement dit, il faut finaliser l'innovation par autre chose qu'elle-même. Sinon, elle est mortifère. Et le fait qu'on ait perdu... quand j'étais adolescent, moi, toutes les semaines, je recevais des magazines pour adolescents, Tintin, Pilote, Spirou, qui configuraient l'an 2000, qui nous racontaient l'an 2000, qui nous présentaient, qui nous représentaient l'an 2000. 2050 est absent des représentations. Et du coup, on est devant une espèce de vide qui nous angoisse, et ça crée un rapport à l'innovation qui est ambivalent. Parce que l'innovation, on voit qu'elle nous mène vers le futur, mais comme le futur nous fait peur, ben, le train qui nous mène vers lui nous fait peur, et l'innovation nous fait peur en même temps qu'on la désire. Donc on est complètement schizophrène. Et ça, c'est lié au retournement des poussettes. Vous savez, dans les années 90, on a retourné les poussettes des bébés. Avant, les bébés étaient, comme moi, j'étais poussé en voyant ma mère, donc j'étais raccordé à mon histoire, j'étais inséré dans une généalogie. Et j'étais rassuré, je pouvais échanger des paroles, des grimaces, des sourires avec ma mère. Puis tout d'un coup, on a retourné les poussettes. Et donc les mômes sont poussés vers l'avant, ils ne croisent que des personnes anonymes. Évidemment, ils se libèrent de la famille qui pourrait être un carcan, mais en même temps, ils flippent. Et donc, ils ont un rapport angoissé à l'avenir, et c'est pour ça que je milite, moi, pour le retournement des poussettes. Merci pour ce mot de la fin. Donc, on partira avec la volonté de retourner les poussettes. Merci Étienne Klein, et surtout une volonté d'imaginer l'avenir. Je rappelle votre dernier livre, donc aux éditions Manucius, D'où viennent les idées. Merci et à très bientôt. Merci à vous.